Bonjour à tous, l'Allée Paris-Descartes est ravie de vous retrouver pour son premier épisode du projet Pharma Now. Aujourd'hui, Abraham, Nassim et Lorraine accueillent David Gruson. David Gruson qui va leur parler des enjeux de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Bonne écoute! Nous laissons David se présenter. Je suis enseignant, professeur à Paris-Descartes dans le département d'intelligence artificielle. Ce n'est pas mon job à temps plein. Je suis par ailleurs directeur du programme santé du groupe Jouve sur la partie intelligence artificielle en santé. J'ai une carrière alternée entre le numérique en santé et la direction d'établissements de santé. La dernière fois, j'étais DG du CHU de La Réunion. J'ai par ailleurs été conseiller santé du Premier ministre entre 2010 et 2012. Pour commencer, David Gruson, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous êtes intéressé à l'intelligence artificielle appliquée à la santé? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a intrigué dès le départ ou bien c'est un intérêt qui est venu progressivement pour vous? Alors, moi, j'avais commencé, en fait, j'ai un profil plutôt juridique, mais j'avais fait un DEA de technologie d'information et de la communication et d'enjeux sociaux sur les interactions, en fait, homme-machine. Donc, ça fait un petit moment que je m'intéresse à ces enjeux de numérique et d'algorithmique appliqués à la santé. Et puis, au long de mon parcours, j'ai traité ce sujet soit sous le plan national, quand on avait fixé en 2010 le régime juridique des activités de télémédecine, du point de vue plus appliqué en direction d'établissements où on a mis en œuvre des programmes de ce type. Et puis là, j'ai eu l'honneur de co-diriger les travaux de la préparation de la révision de la loi de bioéthique sur ce parti numérique et IA. C'est une initiative qu'on a déclenchée avec Ethic IA et qui porte des idées sur la régulation positive éthique de l'IA en santé, qui ont été intégrées dans la loi de bioéthique qui va entrer prochainement en application. Avant d'aller plus loin, pourriez-vous définir ce que c'est l'IA et la robotisation en santé? Oui, alors en fait, si on veut revenir à la base technique, en fait, il faut dire que d'un côté, l'intelligence artificielle, c'est ce qui regroupe en fait tout ce que sont les algorithmes décisionnels, c'est-à-dire des programmes d'aide à la décision, ce que vous connaissez bien en pharmacie et en médecine, puisque ce sont les algorithmes de décision, d'approche d'un patient. Là, ce sont des algorithmes informatiques qui peuvent intégrer ou pas des éléments d'apprentissage, d'auto-apprentissage, ce qu'on appelle le machine learning. Ça, c'est le champ de l'intelligence artificielle d'un côté. Et de l'autre côté, pour la robotique, en fait, si on voulait parler plus strictement, on parlerait d'ailleurs de mécatronique, ce qui renvoie à tout le champ de l'électronique mécanique, tout ce qui va incorporer des procédés électroniques qui vont avoir un impact sur le réel. Et là, on sera par exemple dans les exemples de la robotisation chirurgicale ou dans les robots utilisés sur les plateaux de pharmacie ou les plateaux de biologie. D'accord. Et donc, les défis que se propose de relever l'initiative Ethikia que vous avez lancée consistent en quoi? Alors, nous, notre idée, c'était d'essayer de faire passer le message qu'il faut absolument s'ouvrir à cette révolution technologique pour pouvoir améliorer l'efficacité, mais aussi la qualité de la prise en charge des patients au sein de notre système de santé. Tous ces algorithmes proposent des améliorations très significatives des capacités de diagnostic médical, des capacités de pilotage des données de santé des patients. Donc, il faut avancer. Surtout qu'il y a une compétition mondiale qui s'est ouverte sur ce sujet de l'IA et des données de santé. Donc la France et l'Europe ne peuvent pas être en retard, sinon on se fera imposer ces technologies de l'extérieur. Mais il faut le faire dans un cadre qui soit un cadre conforme à nos valeurs, avec un niveau exigeant de régulation juridique. C'est déjà le cas, puisque la France est le pays où le niveau de protection juridique des données de santé est le plus fort au monde, avec notamment l'application du règlement général sur la protection des données européens. Et c'est pour ça qu'on a conçu par ailleurs un cadre plutôt souple, centré sur l'IA, autour de la notion d'une garantie humaine de ces technologies. Et c'est ce qui se retrouve aujourd'hui dans l'article 11 du projet de loi de bioéthique. À l'échelle nationale et plutôt mondiale, l'IA et la robotisation, pour vous, ne creuseraient-elles pas des inégalités sanitaires déjà existantes dans des pays un peu moins développés? Alors, il y a des effets paradoxaux. D'un côté, l'IA est un formidable vecteur de réduction des inégalités de santé en permettant de permettre un accès aux soins depuis des territoires qui aujourd'hui sont éloignés des pôles d'offres de soins. Et puis de l'autre, il peut effectivement y avoir des effets de creusement de ces inégalités. Si on n'impulse pas ce développement technologique en France et en Europe, effectivement, on va se retrouver dans une situation où seuls ceux de nos concitoyens qui en auront les moyens
pourront avoir accès à ces algorithmes conçus aux États-Unis ou en Chine. Donc, à tout prix, éviter ça pour préserver le principe de solidarité qui fonde notre assurance maladie. Donc ça, c'est l'enjeu déjà réel de 2021 pour la France et l'Europe. Et puis pour les pays en développement, là, on trouve aussi d'un côté des mouvements d'amplification d'inégalités avec des pays qui risquent de rester à l'écart de tout ça s'il n'y a pas des stratégies inclusives. Et puis de l'autre, d'autres pays qui, au contraire, s'appuieront sur le numérique pour sauter certaines étapes et aller plus vite vers le développement de leur système de santé. Donc il y a un vrai enjeu de développement à la fois de ce qui ressemble à un bien commun mondial, mais de le faire dans un cadre de régulation et de préservation de l'accessibilité du plus grand nombre pour ces technologies. Est-ce que vous voyez des limites à l'intelligence artificielle, notamment dans la santé ? Oui, alors il y a des limites de deux ordres, à la fois techniques mais aussi éthiques. Les limites techniques, il faut évidemment sortir de l'illusion que l'IA pourrait remplacer les professionnels pharmaciens, médicaux, soignants. Elle ne se substitue pas à eux, c'est un adjuvant, donc adjuvant dans le domaine de la pharmacie qui est le vôtre par exemple, pour faire des essais cliniques virtuels, des essais dits in silico pour améliorer l'efficacité du processus de production de l'innovation thérapeutique, efficacité du diagnostic médical. La technique la plus mûre, c'est la reconnaissance d'images par apprentissage machine, où une IA va par exemple interpréter des mammographies, faire des analyses de clichés simples de radiologie traumatologique. Donc on va aider au diagnostic médical, mais sans se substituer à l'analyse humaine. Donc ça, c'est un premier facteur limitant. Le deuxième facteur limitant, il est éthique. Il faut éviter finalement d'aller au bout de la logique un peu collectiviste qui est derrière l'algorithmique. On s'en rend bien compte. L'IA va proposer ses décisions, ses orientations de décision sur la base de la loi du plus grand nombre. Et la loi du plus grand nombre, dans certaines situations, peut entrer en contradiction avec l'intérêt de l'individu ou l'intérêt de groupes d'individus. C'est ce qu'on mesure évidemment malheureusement bien dans ce contexte pandémique, où le recours à la technologie aussi nous confronte à ces sujets un peu d'arbitrage entre le plus grand nombre et l'intérêt de la personne. Alors, c'est ce que je décrivais en 2018 dans une fiction d'anticipation, à l'époque, qui s'appelait Sarah et l'intelligence artificielle, qui décrivait ce qui se passerait si on devait faire gérer une épidémie par une IA. Et je voulais, par cette fiction, mettre en exergue ce point de tension entre l'intérêt de l'individu et l'intérêt du collectif. Ce risque éthique n'est pas en soi une raison suffisante pour bloquer le développement de l'IA, mais il faut développer des méthodes de régulation positive. Et c'est ça le sens du principe d'une garantie humaine. On va amener des professionnels, mais aussi les représentants des patients à superviser, non seulement dans sa conception, mais au fil de sa vie réelle, l'algorithme pour s'assurer qu'il reste efficace médicalement et responsable éthiquement. Et puis c'est vrai que pour la population, savoir que l'intelligence artificielle est régulée, ça lui permettra peut-être d'y adhérer plus facilement. Oui, il y a un enjeu de confiance des professionnels, des patients, du plus grand nombre, même si les esprits changent. On voit dans les enquêtes d'opinion que les Français sont de plus en plus ouverts à un recours au numérique et même à l'IA en santé. Il y a eu une vraie accélération, un vrai changement de paradigme avec cette crise sanitaire Covid-19. Mais ce mouvement de fond était déjà à l'ouvrage. Et puis là, il y a une impulsion qui est donnée par les pouvoirs publics, avec notamment la constitution du Health Data Hub, cette plateforme nationale de données de santé qui vise à mieux agréger les données à la fois venues de l'assurance maladie, les données de remboursement, mais aussi les données cliniques, le scan, l'IRM, qui aujourd'hui sont encore dans les systèmes d'information des cabinets libéraux ou des établissements de santé. D'accord. Donc pour vous, comment faire adhérer à la population cette nouvelle technologie ? Je pense qu'il faut en montrer les résultats. Et quand vous avez une démonstration du gain potentiel en termes de prévention, de diagnostic, de prise en charge, c'est déjà un élément très important pour surmonter des objections éventuelles. Et puis ensuite, il faut rendre accessible ces technologies. Il y a un vrai enjeu qui n'est pas encore traité, qui est comment est-ce qu'on va permettre à la sécurité sociale d'une part, aux complémentaires santé d'autre part, de rendre financièrement accessibles ces techniques qui aujourd'hui sont mûres technologiquement, mais il faut être capable de leur donner à la fois un prix ou une couverture par la protection sociale de base ou par la protection complémentaire si on veut qu'elle soit réellement accessible au plus grand nombre. D'accord, donc un des grands objectifs, on le voit bien, c'est véritablement de pouvoir mettre à disposition, démocratiser ces technologies auprès du système de santé. D'autre part, David, vous exercez actuellement chez le groupe Jouve qui accompagne ses clients dans divers secteurs,
dont celui de la santé dans leur transformation digitale. Vous travaillez à la valorisation des données générées par les différents établissements que vous soutenez. Et donc, dans ce contexte, que pouvez-vous nous dire sur le statut réglementaire des données de santé aujourd'hui ? Oui, alors nous, ce qu'on fait chez Jouvre, c'est plutôt de l'IA appliquée au parcours de prise en charge des patients. On a mis en place, en fait, par exemple, une solution d'IA d'automatisation de l'admission des patients en établissement de santé. Mais de ce point de vue-là, le cadre juridique des données de santé est assez clairement tracé par le règlement général sur la protection des données européen. Et je pense qu'il faut avoir de ce sujet une vision assez extensive, non simplement la donnée de diagnostic médical en tant que telle, mais aussi tout ce qui crée l'environnement du parcours de prise en charge du patient. Pour nous, il n'y a aucun doute sur le fait que la donnée d'admission d'un patient dans une spécialité déterminée, dans un établissement de santé déterminé, est une donnée personnelle de santé qu'il faut protéger. Et ça fait partie du cadre européen. J'observe d'ailleurs que le RGPD, dont on peut critiquer, et je l'ai fait moi-même, un certain nombre d'aspects un peu formalistes, a représenté incontestablement une avancée pour l'Europe. Les GAFAM et les BATX chinois s'y sont adaptés. Alors, non pas simplement par philanthropie pure, mais aussi par considération évidemment du marché européen. Mais c'est un exemple qui montre que quand elle est unie, l'Europe peut aussi pousser ces notions ou ces concepts sur des sujets d'IA. On a un socle juridique, maintenant il faut avancer dans la pratique, développer ces outils d'IA sur le continent européen. On en est capable, plutôt sur l'IA de pointe, plutôt sur l'IA d'excellence que sur l'IA généraliste, sur lesquels les Américains et les Chinois sont sans doute trop de longueur d'avance, mais on peut avancer pour développer de belles solutions d'IA françaises et européennes. Avez-vous déjà été amené à travailler avec des pharmaciens ? Oui. Alors, j'ai eu l'occasion de les accompagner pour concevoir des outils d'aide à la régulation en garantie humaine de ces solutions d'IA qui sont très présentes dans votre discipline, à la fois dans l'observance du médicament, je le parlais dans la partie conception d'essais thérapeutiques. Après, maintenant, il appartiendra aussi aux pharmaciens de se saisir de ces outils eux-mêmes. On a fait la recommandation d'incorporer une sensibilisation à l'IA dès le début des formations initiales. Certaines universités se saisissent du sujet. On a fait le premier programme à l'Université de La Réunion. On a mis en œuvre l'année dernière les premiers programmes de développement professionnel continu en IA, en formation continue. Donc maintenant, il faut avancer dans cette direction. Et je sais qu'il y a une forte attente des étudiants en pharmacie dans cette direction. Et c'est très bien. Pour clore en beauté cet entretien, David, on va parler, si vous le voulez bien, d'un livre que vous avez écrit, publié fin 2019. Ce livre s'intitule Sarah. Donc brièvement, le synopsis, on est en 2025 et une intelligence artificielle est chargée de trouver une réponse à un risque d'épidémie d'Ebola en plein cœur de Paris. Donc David, quand on lit ce livre, qui est sorti quelques mois avant la survenue de la crise sanitaire que traverse le monde aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher de penser « Waouh, l'auteur était en quelque sorte un prophète, un visionnaire de ce qui allait survenir ». Oui, alors merci de souligner la partie anticipatrice du livre. Il faut la relativiser. C'est en fait assez circonstanciel. En fait, l'histoire, c'est qu'on avait eu à gérer une suspicion de cas d'Ebola assez compliquée avec les équipes du CHU de La Réunion fin 2014, dans un contexte médiatique et politique compliqué, alors que les équipes sur le terrain elles-mêmes faisaient preuve de beaucoup de sang-froid. Donc, ça m'a amené à poser cette question. Finalement, au fond, est-ce que la crise aurait été mieux ou moins bien gérée si ça avait été une IA, mon interlocutrice, plutôt que le ministère de la Santé? C'est ça le thème du livre. Et effectivement, il y a une série de résonances assez troublantes avec ce qu'on est en train de vivre. Mais l'exercice d'anticipation, ou en tout cas l'exercice de fission, avait été utile parce que c'est de Sarah qu'a émergé cette idée de garantie humaine de l'IA, qui se retrouve maintenant dans la loi de bioéthique, mais aussi dans le livre blanc qu'a publié la Commission européenne sur l'intelligence artificielle. Donc, il y a du pire peut se dégager le meilleur. Donc, maintenant, on a les clés de compréhension de ce qui se passe. On sait que 2021 va être encore une année compliquée. Donc, ouvrons-nous à la technologie, mais faisons-le dans un cadre de régulation éthique. Et évidemment, le fait que vous portiez ce sujet, pour les professionnels de santé d'aujourd'hui et de demain, est un formidable message d'espoir pour commencer l'année. Merci beaucoup, David, pour cet entretien. Un grand merci à vous. Merci pour votre écoute, pour vos commentaires et pour vos partages. Nous espérons que cet entretien avec David Gruson, qui donne à penser, vous aura été instructif. Il vous appartient maintenant, à vous, étudiants, professionnels de la santé et d'ailleurs, de continuer à agir pour mettre à profit les multiples potentiels
de l'intelligence artificielle. On se retrouve très bientôt sur PharmaNow avec un nouvel invité, un pharmacien qui a su déceler les défis de la santé numérique dès ses débuts et a décidé de s'y consacrer. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas d'être curieux, car la pharma, c'est maintenant.